Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. OK, je mets la table, là, juste pour qu'on s'entende, là, de Jeffrey Goldberg. C'est le rédacteur en chef du magazine Atlantic, un magazine démocrate de gauche, qui a été inclus dans une chaîne de messages dans laquelle des hauts responsables de l'administration Trump, ça inclut le vice-président J.D. Vance, le secrétaire à la défense Pete Hegseth, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Ils ont discuté des récentes frappes contre le groupe terroriste Houthi au Yémen. Ça, c'était le 11 mars. Puis là, dans le New York Post, on écrit une violation stupéfiante de la sécurité nationale. Avec nous, il est expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure, Francis Coates. Monsieur Coates, bonjour. Bonjour Benoît, vous allez bien? Bien, merci. Quand vous avez vu cette nouvelle-là, à part rouler des yeux puis hausser les sourcils, comment vous avez réagi? Moi, je suis tombé mort de rire, là, j'en pleurais. Là. Puis on parle de Signal. Là. On est plusieurs experts en sécurité. On s'écrivait, nous autres, sur Signal en disant, est-ce qu'on vient vraiment de lire ça pour vrai? Est-ce qu'on vient vraiment de vivre ça pour vrai? Puis, sérieusement, c'était d'un ridicule incroyable. Oui. Mais là, OK, l'ampleur de la nouvelle, là, vous connaissez la sécurité. Les gens qui nous écoutent, nous regardent, là, on n'est pas là-dedans. Parce que là, tous ces échanges-là qui sont quand même censés être de haut niveau là, dans le gouvernement Trump, tout ça était sur Signal. Alors, pourquoi d'abord la plateforme vous a fait rire? Ben, Signal, c'est réputé comme étant une plateforme qui fait du chiffrement bout en bout, donc très difficile à intercepter, etc. Donc, c'est une plateforme qui est reconnue pour sa sécurité, pas pour du domaine militaire, comme on voit présentement avec la défense nationale américaine. Là. Tu sais, je veux dire, Signal, c'est quand même une application que, oui, pour le commun des mortels, la plupart des entreprises, ça peut être quand même intéressant. Mais là, ici, on le voit. On a juste à penser à des applications comme Teams, dans les entreprises, Bombardier, Desjardins, l'ETS, peu importe. On met même des barrières pour, par exemple, les fenêtres de clavardage. On ne peut pas les activer, par exemple, avec des personnes autres que notre organisation pour éviter l'erreur humaine. Ici, on parle d'un groupe Signal que, par erreur, on a ajouté le numéro de téléphone d'un journaliste. Ça fait aucun sens, là. Et là, tu as le conseiller de la sécurité nationale, là-dessus, Mike Waltz. Là, tu dis, si lui, il l'échappe, c'est quoi? C'est par ignorance? C'est par incompétence? C'est comment vous expliquez cet incident-là? Bien, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse qu'on a, c'est vraiment une question d'incompétence. Présentement, on a des gens au pouvoir qui... Puis on l'a vécu avec sa clique, hein, on disait les gens et les dirigeants n'écoutent pas les experts. Bien ici, là, peut-être qu'on a des gens à la Maison-Blanche qui présentement n'écoutent pas les experts. Hein. On est rendu avec Starlink qui a été rentré à la Maison-Blanche pour améliorer le Wi-Fi. Fait que là, hier, le running gag que je faisais sur LinkedIn, c'était de dire probablement que le mot de passe du Wi-Fi de la Maison-Blanche, maintenant, c'est rendu MAGA. OK? Donc, ça fait pas de sens, cette L'avez-vous essayé? Donc, il faudrait se rendre sur les lieux, là. Il faudrait demander à certains journalistes qui sont là. Mais on a des enjeux quand même qui sont critiques en matière de cybersécurité, de sécurité de l'information. C'est pas la première fois. Hein. On peut mettre le dos sur Donald Trump, mais on avait quand même, dans le temps de Barack Obama, les services secrets avaient voulu lui retirer son téléphone personnel parce que le téléphone du président doit être contrôlé par la cybersécurité de la Maison-Blanche et non pas par quelqu'un qui gère lui-même son téléphone. Et ça avait fait quand même, ça avait été compliqué. Finalement, la NSA avait remis un téléphone BlackBerry modifié à M. Obama. Je pense qu'il avait le droit comme à une vingtaine de contacts. Là. Fait qu'on avait coupé beaucoup d'options. Fait il y avait un téléphone dans ses poches à lui, mais qui faisait plus grand-chose. OK. Donc, Francis, ce que je comprends, c'est que le signal, là, ça efface les échanges. Fait que c'est le genre de plateforme que tu utilises avec ta maîtresse, par exemple. Mais tu n'utilises pas ça pour planifier une attaque militaire sur un autre pays. Du tout. Et faites attention, Signal n'efface pas les messages. Signal garantit le chiffrement de bout en bout. Donc, de vous à votre maîtresse, on va garantir que personne ne peut l'intercepter. Par contre, dans votre téléphone et dans celui de votre maîtresse, il y aura des données rémanentes. D'ailleurs, les spécialistes en informatique judiciaire des compagnies privées, si on enquête votre téléphone et on sort les données, on sera en mesure de récupérer l'ensemble des données que vous aurez transmises par Signal.
OK. Là, vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent, sont en train d'effacer. Il y en a qui commencent à avoir peur, hein? Oui, effectivement. Pourquoi c'est une si grande nouvelle? Parce que est-ce qu'il y a des réelles conséquences? Bon, on inclut un journaliste, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic, qui n'est pas un ami de l'administration Trump, de toute évidence. Cette rencontre-là a lieu le 11 mars. Le bombardement du Yémen a lieu le 15 mars. Et lui, il dit après, M. Goldberg, il dit, moi, j'ai rien dit pour la sécurité nationale. Quelles sont les conséquences? Quels sont les dangers de tout ça? Ben, on ne peut pas se fier lors d'une fuite d'informations à la bonne volonté de la personne qui reçoit par erreur l'information. Ça fait absolument aucun sens. Quand on parle dans le domaine militaire, j'en parlais avec mon collègue Steve Waterhouse, on va parler d'OPSEC, hein, de sécurité opérationnelle. Et ici, ça me rappelle l'opération Rubicon, une opération qui a eu lieu durant plusieurs dizaines d'années. Dans le fond, grosso modo, c'est les services secrets américains et les services secrets allemands qui ont, à travers des sociétés écrans, ont acheté la compagnie suisse Crypto AG, qui produisait du matériel de chiffrement pour l'ONU, l'OTAN, les différents gouvernements dans le monde. Et eux ont modifié les équipements pour être capables de les écouter. Donc, durant des dizaines d'années, les Américains ont été en mesure d'écouter même des alliés via des applications. Là, ici, on parle d'équipement. Là, on parle d'équipements qui étaient déployés là, de la compagnie Crypto AG. Mais il en demeure pas moins que, par exemple, Signal, oui, pour monsieur et madame tout le monde, une certaine garantie de sécurité, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas quelqu'un chez Signal en arrière qui est en mesure d'intercepter les messages, etc., et surtout là, dans le domaine militaire. Présentement, le gouvernement Trump n'a pas que des alliés, hein, même ses alliés traditionnels et naturels sont en train de s'éloigner. Donc, moi, si j'étais les Américains, je mettrais encore plus d'emphase sur garantir la sécurité de l'information, surtout dans le domaine militaire. Et ici, sérieusement, ça fait absolument aucun sens ce qui est arrivé. Là. Francis Coates, dans le monde dans lequel on vit, là, de façon réaliste, là, est-ce qu'il y a un système, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont vraiment secrets, sécuritaires, impénétrables? Non, il n'y a pas de système impénétrable, ça n'existe pas. D'ailleurs, la sécurité de l'information, ça, c'est un de mes chevals de bataille depuis des années. Ce n'est pas la cybersécurité. La sécurité de l'information, le premier pilier, c'est le filtrage de sécurité, donc à qui je transmets l'information. Donc, à partir du moment que je transmets l'information à des humains, il peut toujours y avoir une fuite. Donc, même si c'est chiffré entre moi et vous, si vous décidez de couler l'information, ben, c'est fini. Le deuxième pilier, c'est la sécurité physique. Je parle avec vous avec Signal, on est super chiffré. Et si j'étais capable d'aller mettre un micro caché dans votre bureau, ben quand même qu'on est chiffré au niveau cyber, ben ça reste qu'au niveau physique, ça sort de ma bouche, ça rentre dans mon oreille, un micro caché dans une pièce sera en mesure d'intercepter la communication. Et au final, ben la cybersécurité, hein, depuis moins d'une centaine d'années, c'est un pilier supplémentaire. Il n'y a pas de système parfait. On fonctionne en couche de sécurité, en sachant qu'il y a toujours des vulnérabilités sur chaque couche. Et quand est-ce qu'on arrête de mettre de la sécurité? Lorsque notre tolérance au risque est satisfaite. Ici, dans le domaine militaire, la tolérance au risque, là, elle doit être très, 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 très faible, ce qui n'a définitivement pas été le cas ici avec l'histoire de l'utilisation de Signal pour transmettre. On parlait de plans d'opération, hein, d'heures de frappe, de lieux de frappe, d'armement. On parle pas juste de dire on va frapper le Yémen la semaine prochaine. Là. On a frappé dans les heures suivant la transmission de cette information-là. Donc, ça aurait pu mettre en péril des vies de soldats et l'opération elle-même. C'est ça, hein? Si on apprend à l'avance qu'il y a une opération militaire qui s'annonce, le pays ennemi va réagir, va t'attendre avec une réplique. Alors, c'est vrai que là, dans ce cas-là, il y aurait pu avoir des pertes de vies humaines. L'information, c'est le nerf de la guerre. Là, on va partir avec ça. Et d'ailleurs, on le voit présentement, puis on va le vivre, entre autres, avec la campagne électorale fédérale prochainement. On va être beaucoup dans la désinformation, la mésinformation. Donc, ça reste que c'est une arme puissante, là, soit d'avoir l'information ou de venir corrompre l'information. Ben, je vous écoute, Francis Coates, là, puis je pense à Watergate avec Richard Nixon au début des années 70, 71, 72, 73, puis de vouloir savoir ce que l'adversaire va faire, de comprendre les stratégies, qui fait quoi, c'est quoi l'organigramme de ton adversaire. C'est pas d'aujourd'hui là, qu'on cherche à savoir ça. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Puis l'utilisation de taupes, hein, d'espionnage, c'est pas quelque chose de nouveau. L'information, ça nous permet d'avoir des coups d'avance. Imaginez-vous, vous jouez aux échecs
et vous avez une idée, 2-3 coups d'avance de ce que votre opposant va jouer comme coup. Ça vous donne un très grand avantage pour être capable. Là, on ne parle plus d'anticipation. On a l'information, mais pour vous positionner de manière à contrer ces coups-là à plus long terme. Vous avez parlé tantôt, Francis, de micros cachés, mais j'ai l'impression que tous nos appareils, et j'en parlais à Bruno Guglielminetti, je dis, les appareils nous écoutent, là, les appareils nous entendent, tous ceux qui utilisent Alexa puis Siri, la vie privée, le privé, c'est fini là, aujourd'hui, non? Ben, j'ai mon collègue que vous connaissez peut-être, Jacques Sauvé. Jacques Sauvé, il dit toujours la vie privée, ça n'existe pas. Là. C'est comme les licornes. Là. Peut-être que ça a déjà existé, la vie privée. Comparé aux licornes, la vie privée, c'est peut-être plus comme les dinosaures. Ça a déjà, ça a déjà existé dans le passé. Maintenant, ça n'existe plus. Les appareils qu'on a présentement, moi, je suis un spécialiste en informatique judiciaire aussi, extraction de données des appareils. Et moi, si vous me demandez, là, je ne l'ai pas avec moi, mais mon téléphone cellulaire, combien de pourcentage je contrôle de cette technologie-là? 10-15 peut-être. Si vous me demandez d'avoir une conversation privée avec vous, hautement confidentielle, jamais je vais faire ça avec mon téléphone dans la pièce. On va aller marcher dans le parc, puis on va s'asseoir, puis on va nourrir les pigeons avec un petit peu de pain, puis on va se jaser. On va pas faire ça, on va pas faire ça en présence d'appareils comme ça. Ne serait-ce qu'il y a plein d'histoires d'horreur. On passe notre appareil à nos enfants, par exemple, dans une salle d'attente, etc., conjointe. On a vu des endroits, j'en ai parlé même sur les ondes d'Isabelle Maréchal la semaine dernière, de quelqu'un qui pense qu'il est trompé par son conjoint, sa conjointe. Et il a accès au téléphone et il installe une application gratuite dans le téléphone du conjointe qui lui envoie tous les messages textes, tous les courriels et même la possibilité d'écouter les appels téléphoniques en direct. Alors là, il y a la personne qui n'est pas supposée avoir accès à ça qui a accès. Il y a aussi tout le volet si l'application, elle est piratée. À ce moment-là, il n'y a pas juste la conjointe et le conjoint qui a peur de se faire tromper qui va avoir accès à l'information. Il y a un tapon de gens et cette information-là peut se ramasser sur le dark web, etc. Et dans certains cas, ça a une très grande valeur. OK, on revient, on conclut la conversation, Francis, là, sur l'événement à la Maison-Blanche. Ça veut dire que il devrait avoir que des rencontres en personne dans le bureau aval où tout le monde laisse son téléphone à la porte. C'est les stratégies qui sont utilisées par les entreprises sérieuses en sécurité, qui sont matures en sécurité. On va mettre même les téléphones dans ce qu'on appelle des cages de Faraday à l'entrée, donc des petites boîtes dans lesquelles les ondes ne rentrent pas, sortent pas, donc le téléphone n'est pas fonctionnel. Puis on va demander de mettre les objets connectés pour avoir des conversations le plus privées possible. Moi, j'ai aucun doute, pour avoir déjà eu des formations avec les services secrets, qu'ils ont la capacité quand même de rendre très, très, très confidentielles les conversations avec la défense et tout ce qui se passe dans le bureau aval. Par contre, on ne peut pas protéger des individus contre eux-mêmes. À un moment donné, là, on le voit là, avec les chambardements politiques qui se passent aux États-Unis. À partir du moment que les décideurs prennent des décisions qui vont à l'encontre des spécialistes, des recommandations, à ce moment-là, les spécialistes ne peuvent pas faire grand-chose que constater ce qu'on voit présentement dans les médias. Qu'est-ce que vous voyez pour 2035, 2045? Vers quoi on s'en va? Moi, je suis un peu pessimiste dans quoi qu'on s'en va. Je vous cacherai pas. Il y a beaucoup de technologies qu'on maîtrise de moins en moins. Moi, je me rappelle, le premier ordinateur que j'ai eu, c'était DOS. Tout ce que l'ordinateur faisait, on le contrôlait. C'est moi qui avais dit à l'ordinateur de le faire dans des fichiers, etc. Maintenant, avec Windows, avec Cortana, avec Siri, il y a beaucoup de trucs qu'on ne maîtrise pas. Ça marche comme c'est un peu, on est rendu dans un monde d'Harry Potter au niveau de la technologie. Là. C'est un peu de la magie, ça marche. On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, même l'intelligence artificielle avec OpenAI, c'est un peu la même chose. Quand ça s'est mis à marcher, qu'on posait des questions puis ça répondait, au début, les spécialistes disaient OK, mais ça n'a comme pas été conçu pour ça, mais ça marche. Mais on ne sait comme pas trop pourquoi. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de technologies qui s'apparentent de plus en plus à de la magie, qu'on maîtrise de moins en moins. Et sérieusement, il va falloir qu'il y ait des orientations qui soient prises dans les écoles, entre autres choses, pour développer des réflexes, une hygiène, pas juste une hygiène buccale de se brosser les dents en chantant une chanson, être capable aussi d'avoir une hygiène au niveau de l'information personnelle, de l'utilisation des technologies. Ça va prendre un coup de barre au niveau de l'éducation, parce que sinon, on va se ramasser avec des gens analphabètes en technologie, et ça, c'est signe de catastrophe. Et victimes de technologie.
Si t'es analphabète, tu deviens une victime du système. La leçon de tout ça, là, de ce qu'on lit, d'utiliser la plateforme Signal, de se ramasser avec quelqu'un qui n'est pas censé faire partie, quand là, on est en campagne électorale, on parle de sécurité nationale, on parle du 51e État avec les États-Unis, et il y a quelqu'un quelque part qui va devoir allumer, là, puis sonner l'alarme. Ben, je pense qu'on a un devoir de réserve à avoir. On a un devoir de bon père de famille, hein, de précaution, de considérer. Puis, tu sais, des fois, j'écris des affaires. J'en ai parlé des F-35 en tout. Je me disais, ouais, pensais que c'était anti-américain. Je suis pas anti-américain pour 5 cents. Moi, probablement qu'on m'aurait demandé il y a 15 ans, veux-tu être américain? J'aurais dit oui. Mais aujourd'hui, là, la question, elle est, est-ce que on veut permettre à notre ancien allié, dépendamment comment vous voyez ça, Ouais. d'accéder à nos télécommunications, à nos systèmes, etc. Je pense que là, on en parle beaucoup, d'avoir une certaine souveraineté au niveau numérique au Canada, de s'assurer Ouais. que nos infrastructures critiques numériques. Vous l'avez vécu avec Meta, hein, quand on a décidé qu'on retirait demain matin les médias canadiens de Meta, ça a eu des conséquences. Imaginez-vous les nombreuses compagnies au Québec, au Canada, qui utilisent Facebook. C'est leur seul point de chute pour rejoindre leurs clients. Imaginez-vous que demain matin, Meta déciderait de dire c'est fini. Les entreprises canadiennes, on bloque les comptes. On a des compagnies ici là, qui n'ont plus de méthode de rejoindre leur clientèle. Ils n'ont même pas de site web. Ça fait peur. Il faut penser à ça. Parenthèse, avant qu'on se quitte, Francis Coates, je lisais, vous avez parlé des F-35, je disais que les États-Unis ne voulaient pas donner le code source au Canada pour les F-35. Ça veut dire qu'ils vont nous vendre des avions de chasse militaires et les États-Unis vont pouvoir les garder au sol s'ils décident de nous envahir, par exemple. Ben là, on joue avec la fameuse kill switch. Tu sais, si vous me posez la question, est-ce qu'il y a une kill switch dans l'avion? Je l'ai dit à Isabelle Maréchal, il n'y a pas de bouton dans le bureau aval là, que M. Trump pèse dessus, pouf, les avions tombent. Là. Ça n'existe pas. Par contre, ces avions-là, c'est plus des ordinateurs, c'est plus des réseaux. Hein. Il y a des dizaines d'ordinateurs de systèmes embarqués dans un F-35. C'est plus un réseau d'ordinateurs à laquelle on a collé des ailes. C'est plus proche d'un réseau d'ordinateurs que d'un Cessna, par exemple. Et là, oui, il n'y a pas de bouton. Mais est-ce qu'on pourrait limiter les mises à jour? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, je prends l'exemple du F-35, ça prend de l'armement américain. On ne peut pas acheter un missile français puis le fitter sur le F-35. Mm-hmm. Bon, l'entretien, c'est géré par des logiciels gérés par Washington. Même les missions de vol, présentement, c'est géré par Washington. Donc, et là, la question de savoir est-ce qu'on a peur que Washington désactive. La question, c'est pas d'avoir peur. C'est de ne pas mettre de côté la question et que les décideurs prennent les décisions avec les bonnes informations. Quand j'ai entendu la Défense nationale la semaine passée ou il y a 2 semaines et le ministre Duclos faire une sortie dans les médias en disant que non, les F-35, c'est super sécuritaire. Je pense qu'ils n'ont pas consulté tout le monde. Là. Parce que même avant le truc avec les États-Unis, il y a beaucoup de chercheurs en cybersécurité qui avaient trouvé des lacunes de sécurité dans les systèmes du F-35. Assez que le système de gestion d'entretien de l'avion, qui est le système ALICE, a été et est remplacé progressivement par le système Odin, qui est plus sécuritaire parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des vulnérabilités. Et la peur des gens, c'est pas de faire sauter un avion avec un missile, c'est que l'avion soit simplement piraté à cause des surfaces d'attaque possibles avec toutes les technologies embarquées dans l'appareil. On se laisse là-dessus, Francis Coates. Merci de nous angoisser ce midi. Vraiment, c'est très stressant. Désolé, Benoît, je voudrais vous dire d'autres choses, là, mais on va espérer que ça va au niveau politique, ça va s'améliorer. Puis, mais on a une leçon à ne pas oublier, qu'il y a des gens qui peuvent changer d'idée et d'être souverains dans nos technologies, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Fondamental. Merci, Francis. À la prochaine. Un plaisir, Benoît.